Maurice Sendak. Ce nom ne vous dira pas grand-chose, mais vous avez probablement entendu parler de l'œuvre qu'il fit connaître, du film qui en a été tiré, et d'un projet confidentiel initié par un studio que nous connaissons bien. Aujourd'hui, dans les chroniques rudimentaires, on va parler d'innovation technologique, de livres incontournables et d'un curieux film test. Maurice Sendak est né à Brooklyn en 1928. Enfant d'une grande famille qui a fui la Pologne pour échapper à l'Holocauste, il a passé une enfance marquée par la maladie. Il était contraint d'être cloué au lit en permanence ou confiné dans sa chambre en étant très souvent diminué. La seule lueur d'espoir dans sa vie était la lecture de nombreux livres qui vont nourrir en lui une passion dévorante pour la littérature. Il adorait également les bandes dessinées qui mettaient en scène un certain Mickey Mouse. Mais c'est avec la vision d'un film sorti en 1940, Fantasia des studios Disney, que Sendak décide de devenir illustrateur. Il va rapidement se spécialiser dans les livres pour enfants, qu'il écrit et dessine lui-même. Il aura des débuts modestes, mais il rencontrera le succès international grâce à deux livres qui l'ont rendu célèbre et qui ont fait de lui un auteur important dans le paysage littéraire, bien que parfois sujet à controverse. Cuisine de nuit, qui était décrit comme un hommage à Winsor McCay et qui subira les affres de la censure et de nombreuses controverses, au point d'être interdit de publication dans plusieurs pays, mais aussi et surtout Max et les Maxi-Monstres. Publié en 1963, le livre, composé d'une vingtaine de pages, raconte l'histoire de Max, un jeune garçon turbulent et déguisé en loup. Il fait tellement de bêtises que ses parents le punissent en l'envoyant dans sa chambre sans dîner. Il se met à imaginer une jungle surgissant de sa chambre et peuplée de monstres effrayants et gigantesques. Mais ceux-ci sont intimidés par Max, qui devient le roi de la jungle avant de se sentir finalement seul et de souhaiter revenir dans sa chambre, retrouvant ses parents après être enfin devenu calme. Max et les Maxi-Monstres est devenu un classique des livres pour enfants et a fait de Maurice Sendak un auteur aussi réputé que Roald Dahl ou le Dr Seuss. Les tentatives d'adaptation du récit ne se font pas attendre. Le premier à s'y atteler sera Gene Ditch, un célèbre réalisateur de cartoons au style particulier qui a fait ses armes au sein du studio Terry Toons. À l'époque, il avait quitté l'Amérique pour s'établir à Prague, où il va concevoir des œuvres expérimentales, une tentative d'adaptation du Hobbit de Tolkien, et il va même reprendre la série Tom et Jerry dans l'une de ses itérations les plus curieuses. Il passera 5 ans à réaliser un court-métrage adapté de Max au sein du studio Kratky. Sorti en 1973, le film adapte scrupuleusement le livre et l'aspect hachuré des illustrations. Chose intéressante, il existe deux versions de ce court-métrage. L'original sorti en 73 et un remontage sorti en 88 avec une nouvelle partition musicale conçue par Peter Schickel, sur lequel s'appuie d'ailleurs la version française. Gene Ditch n'est évidemment pas le seul artiste à avoir voulu porter sur écran le récit de Sendak, puisqu'il a fait partie des nombreuses œuvres sur lesquelles les studios Disney ont posé une option en vue d'une future adaptation, probablement après la sortie du film de Gene Ditch. On est au début des années 80, et Disney est en pleine remise en question. Les quelques films d'animation qu'ils produisent soit ne fonctionnent pas au box-office, soit récoltent des critiques proprement mitigées. La société est en pleine restructuration avec une tentative de remaniement qui, en interne, sera sujet à controverse. Mais ça n'empêche pas les artistes d'étreiner leur imagination débordante, soutenue par Tom Wheelwright, l'un des nouveaux cadres, qui va franchement encourager les employés à expérimenter de nouvelles idées ou à produire du neuf avec du vieux. Il fera notamment concevoir des courts-métrages en stop-motion avec de futurs grands noms, comme Tim Burton ou Stephen Chiodo, mais il va aussi épauler les employés qui sont de plus en plus attirés par les possibilités offertes par l'évolution des dernières technologies, en particulier avec les images générées par ordinateur. Les prémices de l'utilisation d'images de synthèse au cinéma remontent au film Westworld, ou Monde Ouest en français. Un film sorti en 73 dans lequel certains passages en vue subjective, du point de vue d'un androïde, ont été traités par ordinateur. Mais ce sera Disney qui va sérieusement montrer le potentiel de cette technologie grâce au film Tron, sorti en 1982 et réalisé par Steven Lisberger. Kevin Flynn, joué par Jeff Bridges, est aspiré dans son propre programme informatique et se retrouve projeté dans un monde virtuel où il vivra plusieurs aventures. Le film impressionne pour son utilisation du traitement informatique. La majeure partie des images ont été retravaillées sur ordinateur pour donner un aspect volontairement irréel du monde virtuel. Des artistes de renommée mondiale comme Sid Mead ou Jean Giraud ont mis leur pierre à l'édifice. On a une incroyable séquence de poursuite en moto-lumière qui est un exemple de mise en scène à effets spéciaux, et le film se permet l'audace d'introduire l'un des tout premiers personnages entièrement conçus en images de synthèse dans un long métrage pour le cinéma. À sa sortie, le film et ses effets spéciaux feront l'objet d'une bombe et va donner quelques idées à des artistes curieux qui y voient un potentiel créatif encouragé par Tom Wheelwright. Un certain John Lasseter va très vite s'épancher sur la question. Né en 1958 à Los Angeles, c'est un authentique passionné qui a très tôt développé un intérêt pour l'animation, avec un certain attrait pour Disney bien sûr, mais aussi pour Chuck Jones, réalisant ses propres dessins animés avec une caméra Super 8. Il fait ses études à CalArts, l'école d'animation créée par Disney, où il fera plusieurs rencontres providentielles. Un jour, il est invité par Bill Croyer et Jerry Reese, les deux principaux animateurs de Tron, à assister à la conception d'une séquence avec les motos-lumières.
Les yeux éberlués par ces images, Lasseter va se consacrer à la recherche sur les animations digitales, se disant qu'il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à en tirer pour un long-métrage animé. Il se met en quête d'un sujet qui lui permettrait d'imaginer des choses autour de la 3D. Son choix se porte sur The Brave Little Toaster, une nouvelle écrite par Thomas M. Disch. Lasseter bouillonne. Il perçoit le potentiel incroyable de l'histoire qui va lui servir de terrain de jeu pour tester les possibilités offertes par les images de synthèse et créer un long-métrage hybride. Mais avant de se lancer tête baissée dans l'aventure, il lui faut tâter le terrain et tester la faisabilité du projet avec une courte séquence. Il découvre que le studio avait acheté peu de temps auparavant les droits d'adaptation de Max et les Maxi-Monstres. Il va en profiter pour développer l'idée qu'il a en tête pour The Brave Little Toaster en créant un mini-film dans lequel Max poursuit son chien dans la maison familiale. Il s'associe avec l'un des meilleurs animateurs du studio, Glen Keane. C'est notamment lui qui va donner vie au personnage d'Ariel dans La Petite Sirène et qui va chaperonner de futurs artistes incroyables. Tous deux se mettent au travail dans une entreprise qui ne manque pas d'ambition. L'idée est de mélanger des personnages animés en 2D de manière traditionnelle avec des décors conçus en images de synthèse. Le procédé permettrait ainsi des mouvements de caméra et des effets de profondeur qui seraient difficiles, voire impossibles à réaliser de manière traditionnelle. Pour ce faire, le studio va utiliser le programme Magi, qui a notamment servi pour la majeure partie de Tron, afin de générer des formes géométriques qui serviront de base non seulement au décor, mais aussi aux objets environnants et à la position des personnages. Cette maquette numérique passe ensuite entre les mains des animateurs, pendant que les responsables des décors se chargent des textures et des effets de lumière. Une fois les personnages achevés, ces derniers sont incrustés numériquement, puis colorisés à l'aide d'un logiciel, qui prend également en charge des effets d'ombre et de lumière, pour un résultat hybride inédit dans le domaine du dessin animé. Le film test est conçu en 83 et celui-ci est remarquable pour l'époque. Le travail sur ordinateur confère une fluidité exceptionnelle dans le mouvement des personnages et les décors sont plutôt corrects pour de la 3D primaire. Visionnaires, les employés de Disney prédisent que ce type de procédé pourrait devenir une norme dans les années à venir. The Brave Little Toaster, qui réutilisera le procédé mis en place pour Max, pourrait être une avancée majeure dans l'animation. Quant à Max et les Maxi-Monstres, contrairement à ce qui a été dit ici et là sur le net, il n'a jamais été question qu'ils deviennent un long métrage pour le cinéma. Il aurait sans doute été développé plus tard en court métrage, mais il était établi dès le début qu'il ne serait qu'un galop d'essai. Mais avant de révolutionner le 7e art, il reste à faire valider le projet. Max est présenté à 2 membres de la direction, Ron Miller et Ed Hansen. Ceux-ci ne seront pas convaincus et se montreront réticents à l'idée d'injecter une somme d'argent trop importante à un projet trop risqué et trop ambitieux. En réponse à ces efforts, John Lasseter sera renvoyé du studio. The Brave Little Toaster deviendra un petit film d'animation en 2D qui passera inaperçu. Il faudra attendre des années avant qu'il ne devienne un petit film culte. John Lasseter va rejoindre Graphics Group, la branche informatique de George Lucas et du studio d'effets spéciaux Industrial Light and Magic. La société est rachetée par Steve Jobs en 86 et deviendra le studio Pixar. Lasseter peut enfin exprimer des choses avec la 3D, et il va acquérir un certain savoir-faire qui trouvera son chemin au cinéma. Il sera même nominé aux Oscars pour la création du chevalier en vitrail réalisé tout en polygone apparaissant dans le film Le Secret de la Pyramide réalisé par Barry Levinson, l'une des perles de la décennie des années 80. J'en ferai une vidéo un jour de ce film si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Continuant sur sa lancée, Lasseter fera plusieurs essais de courts-métrages qui aboutiront à la réalisation de Toy Story. Une belle revanche donc. Quant à ses projets pour Disney, avec le recul, il se dira soulagé qu'il n'ait pas été concrétisé, du moins comme il le souhaitait à l'époque. Le travail assisté par ordinateur en était encore assez balbutiement, et selon lui, Max sera considéré avec les années comme le Steamboat Willie de la 3D, en étant rapidement dépassé par l'évolution de la technologie et tombé en désuétude. Pour rappel, Steamboat Willie, sorti en 1928, est historiquement le premier dessin animé parlant de l'histoire, et déjà considéré comme une avancée dans l'animation pour l'époque. Mais en l'espace de 10 ans, plusieurs innovations avaient été réalisées jusqu'à la sortie du premier long-métrage de Disney. Ubiworks développe la couleur avec Fiddlesticks, Le Vieux Moulin, un court-métrage de Wilfred Jackson et Graham Reed, est le premier à utiliser la caméra multiplane qui offrira des effets saisissants, et Les Trois Petits Cochons est considéré comme un exemple de caractérisation de personnages. À côté, Steamboat Willie peut donner l'impression de faire pâle figure, et c'est précisément ce que John Lasseter craignait vis-à-vis de son travail chez Disney. Quant à Max et les Maxi-Monstres, il faudra attendre la fin du millénaire pour que le roman de Sendak soit considéré pour un long métrage. C'est Universal qui en rachète les droits, avec l'intention de concevoir les créatures en images de synthèse et qu'il soit co-réalisé par Gory Verbinski et Eric Goldberg de chez Disney.
Mais le projet patine et il sera repris par Warner Bros qui le sortira en 2009, réalisé par Spike Jonze en collaboration avec le studio de Jim Henson. Un film très sympathique, avec une ambiance et une direction artistique si particulières que le studio a renoncé à le vendre comme un film pour enfants, mais plutôt comme un film d'auteur à part entière. Un film qui aura profondément touché Maurice Sendak lorsqu'il le découvrit, saluant la vision de son réalisateur. Il pourra se targuer d'avoir créé une œuvre aussi unique et qui a inspiré autant d'artistes exceptionnels, lui qui espérait en devenir un lorsqu'il était cloué au lit. Et c'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle chronique. Salut à tous!